Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre télévision BLTV. Le Parlement issu des élections du 11 janvier 2026 est désormais en place avec un nouveau président. Le professeur Joseph Djogbenou, président du parti Union Progressiste Le Renouveau, a été élu seul candidat en lice alors que le nom d'Ablaye Biotchane, président du bloc républicain, également figure majeure de la mouvance présidentielle, était annoncé avec insistance. Dans le même temps, le bureau parlementaire affiche un partage de 4 membres pour Union Progressiste de Renouveau contre 3 pour le bloc républicain et des figures majeures de la politique ne sont plus de la partie de cette 10e législature. Que révèle réellement cette configuration? Rapport de force, consensus ou frustration silencieuse? Franc-parler ouvre le décryptage pour vous et pour en parler, je suis toujours avec mes deux analystes politiques, Francis Béo et Tajoudine Ousmane. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Comme je viens de l'annoncer, le Parlement de la 10e législature est en place, le président est élu et les sessions ont d'ailleurs même déjà commencé. Aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter un peu cette installation, le choix du président et tout ce qui a tourné autour de cette question de la 10e législature. Alors, pour la première question, je me tourne vers mon grand frère Béo. Alors, dites-nous, comment analysez-vous cette élection du professeur Joseph Djogbenou à la tête du Parlement béninois? Quand on va tenir compte de la réelle politique, on va dire que c'est la chose la plus normale. Avec les réformes du système partisan, on pourrait dire que c'est le parti majoritaire qui désigne le président de l'institution. Mais il se fait qu'il y a eu un accord de gouvernance et il va falloir qu'on en tienne compte. Mais le constat à l'arrivée, je ne sais pas si on en a tenu compte, parce que je n'étais pas dans le secret des dieux. Je constate avec un peu de réserve, que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Expliquez-vous un peu, pourquoi vous dites que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs? Parce que dans votre introduction, vous l'avez dit, vous l'avez martelé, le nom qui était sur les lèvres, c'était le nom du président Ablaye Biotchane du bloc républicain pour diriger la 10e mandature de l'Assemblée nationale. Et à cela, je ne trouvais aucune faute. Parce que le bloc républicain, dirigé par Ablaye Biotchane, et l'UPR, dirigé par Joseph Djogbenou, sont deux partis bébés siamois. En effet. Ayant un même père. Et depuis l'avènement de la rupture, nous avons vu les choses évoluer. Et la 8e mandature, dirigée par Louis Gbéounou Vlavonou, oui. La 9e, dirigée par la même personne, Louis Gbéounou Vlavonou, de l'UPR, c'était le moment de laisser, quels que soient les accords, la place au BR, à l'autre bébé siamois, de prendre les rênes quand même de cette institution pour apporter sa contribution, je dirais, au développement de notre pays. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'à l'arrivée, le président Ablaye Biotchane ne soit plus président de l'Assemblée nationale? Seul le chef de la rupture et les décideurs pourraient nous situer. Mais Joseph Djogbenou à la tête de l'Assemblée nationale, je n'ai rien contre. C'est un homme qui, après la robe noire, est entré en politique et qui fait ses preuves depuis un moment. Et peut-être qu'il a les bénédictions de Dieu, ministre
de la justice, président de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. On pourrait dire qu'il a un savon avec lequel il se lave. Son savon est puissant. Bon, depuis qu'il est entré en politique. Et président du parti, il ne veut pas le bleu aussi. Aussi, et s'il pouvait nous donner une partie de ce savon-là, nous allons nous laver avec ce savon-là. Parce que, voilà, que pour lui, les étoiles se sont alignées depuis un moment et il fait la fierté de la jeunesse béninoise. Et Abdoulaye Biotchané n'a pas démérité aux côtés du président Patrice Talon. Voilà un homme rompu à la tâche, respectueux des tests. On l'a vu dans ce pays-là, il n'est pas dans les actes de corruption. Si vous posez la question de celui, enfin, au peuple béninois, qui a pu conduire les réformes pour que le pays en soit arrivé à cette étape-là, ce n'est pas Patrice Talon. C'est le coordonnateur, le ministre du Plan. Oui. Du développement. Et du développement. Et qui fait rejaillir ce qui est décidé là sur le ministre de l'économie et des finances pour que nous en soyons là. Et donc, Abdoulaye Biotchané, c'est un homme que moi j'apprécie personnellement beaucoup. Et il a été élu député, il n'a pas siégé. Il a occupé de grands postes dans la sous-région. Oui, président de la BOAD. Il a montré. Il a fait des performances au niveau de ces institutions. Ancien ministre des Finances de Kérékou, vous savez ce qui s'est passé. Président Afrique FMI, effectivement. Vous savez ce qui s'est passé avec les douaniers. Et puis, voilà, il était contre la corruption. Voilà quelqu'un qui est rompu. Aujourd'hui, avec toutes ses qualités et n'ayant pas pu accéder à ce poste, je me pose la question de savoir ce que lui réserve le prochain président de la République que nous connaissons déjà, hein, qui a besoin de l'expertise de cet homme-là pour évoluer, comme Patrice Talon a bénéficié de l'expertise de Abdoulaye Biotchané pour qu'il y ait accalmie dans ce pays et que tout se soit géré depuis 2016 jusqu'à ce jour. Bien, effectivement, ça c'est votre analyse. Alors, tout à l'heure, votre vis-à-vis a évoqué une réalité. Le parti Union progressiste du Renouveau a dirigé pendant 2 mandats l'Assemblée et il a évoqué une situation qui avait semblé normale pour tout le monde puisque ce nom avait été évoqué. Alors, pourquoi aujourd'hui, après que le parti Union progressiste ait dirigé 2 mandats, l'Assemblée, on ne pouvait pas cette fois-ci, comme l'a évoqué votre vis-à-vis, le frère BBO, on ne pouvait pas remettre la direction du Parlement au Bloc européen comme cela avait semblé être distillé dans l'opinion publique. C'est vrai, ça devrait être ça. Et quand il y a des images, il y a des comportements, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est ça. Juste après l'élection de Diogbenou, vous avez vu, il s'est déplacé pour aller vers Abdoulaye Biotchané. Oui, on a vu dans les images, effectivement. Quand vous êtes un analyste politique, vous comprenez que beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses avant qu'on en arrive là. C'est pour aller dire à Abdoulaye Biotchané, cher grand frère, vous avez fait le sacrifice. Merci. Et je ne suis pas ingrat, il faudrait que je vous sois reconnaissant pour enfin vous dire merci beaucoup de m'avoir octroyé ce poste. Ça veut dire que les tractations n'ont pas été faciles. C'est pourquoi ça a mis du temps. Et Abdoulaye Biotchané, comme l'a dit mon confrère Béo, certainement que la sagesse a parlé. Et la dynamique unitaire aussi s'est imposée, en fait, que le linge sale se lave en famille. Car quand vous parlez à votre chambre, vous ne mettez pas l'état d'ordure sur votre lit. Donc, de ce fait, il faut garder donc la cohésion au sein de la rupture afin que ça puisse continuer dans le même sens. Sinon, Abdoulaye Biotchané était la personne la mieux indiquée. Et ce n'est pas parce que c'est Abdoulaye Biotchané, non, mais c'est parce que nous devons rester dans la logique où, quand vous avez des enfants jumeaux, le jour de fête, si l'autre a pu avoir un habit, il faut que l'autre aussi emporte afin qu'il puisse sortir et paraître beau les deux. En effet. Mais je crois que le chef de l'État, qui est le président de cette dynamique, et le nouveau président seront quand même récompensés à la hauteur
du mérite et aussi de la carrure de cette personnalité qu'est Abdoulaye Biotchane. Et je reste convaincu quand même que, comme l'a dit le frère Béo, Diogbenou ou ABT, notre Parlement a trouvé la personne qu'il faut à sa tête. Bien. Alors, notre Parlement a trouvé la personne qui fait sa tête, mais alors, revenons un peu sur cette question-là. Est-ce que c'est ce dont vous venez de parler, cette entente-là qu'il y a eu pour que tout, c'est-à-dire le parti Bloc républicain et le parti Union progressiste se sont entendus pour choisir, une fois encore, le président du Parlement à la personne de Joseph Diogbenou? Oui, parce que qui connaît Patrice Talon sait que c'est un homme très stratège et fin dans les négociations. Il est rare que Patrice Talon échoue à une négociation. Et de ce fait, déjà, donc, lors de la désignation même déjà du candidat dauphin, qui ne sait pas poser la question de savoir comment Talon a pu convaincre Diogbenou pour qu'il puisse laisser et ne pas être... Parce qu'au départ, tout le monde pensait que c'est Diogbenou qui serait le prochain candidat désigné par l'UP et ensuite là. Mais il a réussi à canaliser la situation et les deux ont sorti leur communiqué le même jour bizarrement. On s'est réveillé un petit matin, on a vu ABT comme Diogbenou, tous ont dit que c'est Wada et leur candidat. C'est pour dire déjà que le président Patrice Talon maîtrise jusqu'à l'heure où nous parlons encore le jeu politique au sein de la rupture. Les deux ont mis du temps à se parler et vous allez voir, même au niveau même de la gestion, au niveau des communes, les deux ont sorti également des communiqués. C'est pour dire à chaque fois, il y a une dynamique unitaire qui s'impose et les deux se retrouvent, les deux parties se parlent et il y a des concessions. Mais dites-moi, est-ce que ce consensus, cette entente-là ne tue pas la compétition? Si déjà des partis s'entendent pour créer un consensus dans le choix des dirigeants, est-ce que ça ne tue pas la compétition? Est-ce que là, ça favorise la démocratie? Est-ce que nous ne sommes pas en train de tendre petit à petit vers ce que les gens redoutent, le parti unique en quelque sorte? Le chef de l'État, Patrice Talon, le 28 juillet 2025, lorsqu'il rencontrait la jeunesse au palais, avait déjà dit tous les partis politiques qui sont créés ont une seule ambition, une seule idéologie, rendre heureux le peuple béninois. Et de ce fait, pour sa part, avant de partir, il voudrait que le Bénin puisse inventer son modèle démocratique. Inventer son modèle démocratique, c'est désormais, même si éventuellement, d'ici quelques années, on va connaître 2, 3 ou 4 partis, le plus important est que le peuple béninois puisse dire, bon, enfin, nous avons l'eau, nous avons l'électricité, nous avons les routes, nous avons les écoles, nous avons la santé, nous avons ci, nous avons ça. D'ailleurs, que veut le peuple? Aujourd'hui, quand on parle politique et on pense qu'il nous faut 2, 3 ou 4 partis, si derrière le bloc républicain et l'UPR peuvent se mettre ensemble et répondre aux aspirations du peuple, moi, je dis tant mieux. Ça, c'est ce que moi, je pense. Aujourd'hui, quand vous allez en Chine, la Chine se développe à une vitesse de croisière. Les gens ne parlent pas des partis politiques là-bas en tant que tels. Oui, mais on vous dira que la Chine n'est pas une démocratie. Et n'oubliez pas aussi que les deux partis sont allés à l'école de la Chine. C'est ça. C'est déjà un signe avant-coureur. Oui, les deux partis sont allés à l'école de la Chine, mais nous sommes toujours dans le système démocratique au Bénin. Et donc, le consensus qu'on remarque petit à petit au sein de l'Union progressiste et le Bloc républicain ne reflète pas réellement cette démocratie, même si... oui, avant de donner rapidement la parole au grand frère Bio, oui. La compétition, vous avez vu, on avait déjà parlé de ça lors de notre précédente émission, oui. La compétition a été très rude. Et dites-vous que les deux partis, surtout l'Union progressiste, le Renouveau et puis le BS se sont donné des coups de poignard politiques sur le terrain. Oui, alors, et ça n'a pas été facile. Et ça continue devant la Cour suprême jusqu'à là où nous parlons. C'est pour dire que, tel que les gens pensent, ce n'est pas ça. C'est comme on dit, on est allé à la chasse à la battue, que chacun aille ramener son gibier à la maison. C'est vrai qu'on va se retrouver dans la même marmite. Mais une fois qu'on est derrière la chasse, c'est que chacun doit se battre
Si tu dois tuer un lièvre, moi, je dois me battre pour amener une biche. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, le contentieux électoral est toujours devant les juges. Oui, mais je vais donner la parole à Béo. Alors, cette bataille dont parle le grand Tatayoudine, est-ce que ce ne serait pas bien de le faire transparaître dans le choix des responsables à la tête de nos institutions, au lieu d'afficher ce consensus-là que nous sommes en train petit à petit de remarquer? Non, il faut dire qu'un travail a été fait en amont. Hein. Et il y a eu des accords. Autrement, pour les différents postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on allait assister à un candidat de l'UPR, un candidat du BR, vice-présidence, un candidat de l'UPR, un candidat du BR, et puis ça allait s'achoper à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en ai en venir, puisque c'est la question suivante, et c'est ce à quoi nous sommes actuellement, puisque le Bloc républicain a 3 au niveau du bureau, je veux parler du bureau, et l'Union progressiste en a 4. Bon, le 4e, bon, quand on a dit le président est là, et les 3 autres, ça fait 3 Union progressiste, 3 Blocs républicains, avec le président qui est UPR, donc ça fait 4 de l'autre côté, et 3 de ce côté-ci. Compte tenu du score engrangé. Oui. Donc, l'UPR est majoritaire, bien sûr, est suivi du Bloc républicain, et donc le parti majoritaire doit prendre de l'ascendance sur le nombre de membres de bureau. C'est ça qui fait que l'UPR a 4 au niveau des membres du bureau, et puis le BR a 3 au niveau des membres du bureau. Et le consensus, je l'ai dit, hein, un travail a été fait par les différents leaders des partis politiques pour qu'on en arrive à cette étape-là. Cela n'exclut pas que ça s'achoppe dans l'évolution des choses pour que l'incompréhension naisse et que les écarts politiques se fassent. Parce que nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et quand vous prenez le premier vice-président, oui. Contrairement au président qui a recueilli 109, oui. Lui, il en a recueilli 108. 108. Il y a eu une abstention. Oui, effectivement. Pourquoi cette abstention? On ne sait pas. Donc, après lui, c'est que le consensus a été encore retrouvé. Et puis ça a continué normalement. Ça veut dire que même au sein des membres, enfin des députés qui se disent soutenant les actions du gouvernement, oui. Il y en a... des dissensions. Oui, ça vient de commencer. Il y en aura. C'est ça. Il y en aura, et donc on va faire avec, au lieu de penser que les analyses seront monocolores ou bien iront dans le sens unique. Moi, je prévois que ça va un peu bouger au niveau de cette 10e législature parce que il y a une frange de la jeunesse qui est représentée. C'est ça. Et la jeunesse veut compter sur la jeunesse pour les questions liées au développement. Et donc, on attend de voir ce que l'empreinte du président Joseph Diogbenou sur cette 10e législature. Toujours est-il que l'Assemblée nationale, c'est une institution de contre-pouvoir. En effet. En temps normal, ce n'est pas une caisse de résonance, ce n'est pas un appendice du gouvernement. Quand vous dites ça, les gens vous répondent, mais écoutez, avec c'est-à-dire cette législature-là qui ressemble à des degrés divers, ou bien je dirais de très près à la 8e législature où qu'on a traité de parlement monocolore. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Et les gens se disent, mais écoutez, est-ce que véritablement on aura cette confrontation qui pourrait arriver comme vous êtes en train de l'évoquer? Moi, je présume que les débats vont évoluer. Les débats vont évoluer parce que, je l'ai dit tantôt, cette jeunesse-là veut voir clair dans ce qui se passe. Mais elle est représentée massivement au niveau de l'hémicycle à la 10e législature. Elle a son mot à dire et si on n'y prend pas garde, elle risque d'être
Cette frange-là qui va créer... Parce qu'elle voudra se faire remarquer. C'est ça. Elle voudra faire la leçon aux aînés qui sont là. Vous êtes en train de... Vous me faites penser un peu déjà à cette situation-là qu'a créé le G13 en son temps, lorsque il y avait ce concept-là, et puis il y a eu un malentendu où le G13 s'est désengagé un peu de... Absolument. Parce que le G13 a rendu la gouvernance impossible à Yahi Boni. En son temps. En son temps. Il a fallu... Il prenait des ordonnances n'importe comment. Parce que le G13 rejetait le budget général de l'État n'importe comment. Donc, il a fallu que quelqu'un se décide de casser ce G13-là pour que Yahi Boni puisse souffler un peu et que la prise des ordonnances soit arrêtée, la saignée soit arrêtée. Donc ici, on va tenir compte de la jeunesse qui est là. Si la jeunesse a envoyé la jeunesse au Parlement, ce n'est pas pour que la jeunesse aille dormir au Parlement. Et l'opposition au niveau du Parlement pourrait naître à partir de cette jeunesse-là. Plus les six autres, ils n'aiment pas qu'on les appelle les transfuges. Les six autres transfuges qui sont là et qui ont dans leur ADN des idées de l'opposition. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'ils applaudissent tout de suite, même si les premiers mots après leur installation ont été de remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour eux. Mais attendons de voir si ça va continuer ainsi. Ils vont ramener les sujets qui se susciteraient au niveau de leur parti originel, c'est-à-dire les démocrates, en surface. Et bon, le débat va se faire. Moi, je préconise que le débat se fasse et qu'on voit clair que la 8e législature dont on parle plus ou moins en mal 6 ans a travaillé. C'est ça. Les réformes auxquelles nous assistons aujourd'hui sont imprimées par la 8e législature. C'est des députés qui ont travaillé et qui nous amènent aujourd'hui à organiser des élections en double, 2 élections en une, pour faire de l'économie. Si on devrait organiser les communales à part, les législatives à part, vous voyez un peu ce que ça donne. Beaucoup d'argent à gaspiller, beaucoup de bulletins à faire, beaucoup de choses à faire. La présidentielle, les réformes du système partisan nous amènent à quoi aujourd'hui? À peine 2 listes de candidatures. Ça fait moins d'argent dépensé. Donc, la 8e a travaillé un peu, malgré sa couleur, son caractère monocolore. La 10e a le même caractère monocolore. On verra un peu ce qu'elle va pondre comme loi pour accompagner le développement aux côtés du président qui sera bientôt élu. Très bien. Alors, on verra, comme on le dit, l'avenir nous donnera comment dire, la suite des informations. Mais alors, je reviens un peu au bloc républicain. Est-ce que dans ce schéma, dans cette configuration, vous ne voyez pas que le bloc républicain est un peu lésé dans ce schéma-là? Parce que l'effort du bloc républicain est considérable. De 28 députés, ils sont passés à une quarantaine. À 49, si je me trompe pas. Oui, à une cinquantaine, si vous voulez, de 28. Et le travail qui a été fait dans certaines circonscriptions électorales est colossal. Parce que le bloc républicain est arrivé à dessoucher le parti LD dans beaucoup de circonscriptions électorales pour tuer l'ardeur de l'opposition. Parce que, n'eût été cette vigilance des leaders du parti bloc républicain, les démocrates n'étaient pas loin des 10%, des 20% réclamés par les tests de loi. Et donc, le BR relativement lésé, c'est un signal fort. Et si l'UPR ne sait pas faire à l'allure où vont les choses, le BR risque, dans les années à venir, de devenir le plus grand parti en lieu et place de l'UPR. On aurait souhaité que ça se passe ainsi, qu'il y ait cette alternance-là dans le travail. Exactement. Dans le travail, ça ne se donne pas sur un plateau d'or, mais ça se mérite sur le terrain. Et ce qui a été fait pour les dernières élections mérite d'être récompensé et un satisfecit doit être décerné au parti bloc républicain
pour la qualité du travail. L'UPR n'a pas démérité, l'UPR n'est pas resté stagnant. Les gens ont travaillé également pour l'amélioration des conditions. Mais ils doivent remercier le président Patrice Talon parce que les réformes imprimées, si il n'avait pas insisté là-dessus, je suis sûr que les choses ne seraient pas en l'état. Il a balisé le terrain, il a fait baliser le terrain. Il aurait suffi juste au LD de rentrer dans les rangs et de faire ce qu'on a dit là pour être à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bien, maintenant je vais revenir un peu au président Abdoulaye Biotchané. C'est vrai, ce sont des rumeurs. Des rumeurs ont circulé que le candidat Romiadou Wadani avait un penchant pour le bloc républicain, pour le président du parti bloc, je peux dire Abdoulaye Biotchané. Et donc, est-ce que cette situation n'a pas été un peu en défaveur d'Abdoulaye Biotchané parce que les gens se sont dit, mais écoutez, si éventuellement Romiadou Wadani était élu président du Bénin, alors c'est comme si Abdoulaye Biotchané aussi avait le Parlement du pays, c'est comme si c'était le bloc républicain qui dominait un peu tout le pays. Donc je me suis dit, est-ce que cette rumeur-là n'est pas un peu avérée, puisque, comme je viens de le dire, les gens se sont dit, mais écoutez, si on donne tout au bloc républicain, c'est quand même pas normal. Si déjà, s'il était élu président, bien sûr, était en faveur du parti, pourquoi est-ce qu'on donnerait encore le bloc républicain, le Parlement, au BR? Est-ce que cette rumeur ne semble pas être un peu avérée, mon frère Tajudine? Bon, avoir un penchant pour Abdoulaye Biotchané, c'est humain. C'est ça. Parce que ils sont presque tout le temps ensemble au gouvernement. Oui, ils sont de fait déjà 10 ans ensemble. Oui. Tous les lundis, ils sont au conseil interministériel. Les mercredis, ils sont également au conseil des ministres. Tout le temps, ils se voient. Parfois, ils font des missions, ils font des voyages ensemble. Donc, le temps de rester ensemble, de travailler ensemble, ils se sont familiarisés. Et au-delà de ça, le temps leur a permis de se connaître davantage et de savoir de quoi l'un ou l'autre est capable. Et que Wadani puisse avoir un penchant pour dire s'il confiait le pécho à Abdoulaye Biotchané qui pourrait avoir des facilités, moi je dis que c'est normal parce qu'il donc entre ABT et Diagonou, certainement que le candidat Wadani va se dire qu'il connaît mieux ABT que... Oui, mais le président du conseil aussi était du gouvernement. Pendant combien de temps? Bon, c'est vrai. Pendant combien de temps? Mais il se côtoie dans... Il est resté à peine 2 ou 3 ans. Il est parti à la Cour constitutionnelle. Mais ABT, déjà, depuis 2016, il est au gouvernement jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, comme et au-delà de là, oui, ils sont presque de la même formation académique, je peux dire, parce que tous sont des financiers, ainsi de suite. Et comme l'a dit déjà à l'entame le confrère Béo, on connaît la force de frappe de ABT en matière de mobilisation de ressources, en matière de négociation aussi, pour avoir été déjà depuis le gouvernement Kérékou, un ministre des Finances, et un ministre des Finances pas des moindres, parce qu'un ministre des Finances qui a voulu depuis ce temps-là apporter des réformes et dit qu'on ne touche pas à la chose publique. Le respect de la chose publique est sacré pour Abdoulaye Biotchané. Qu'il vous souvienne, le frère Bio l'a rappelé, le frère de justice criminelle, et après ça, il est parti. Il a fait de grandes institutions bancaires. Il a donc FMI, la BOAD, avant de revenir occuper aujourd'hui ce poste de ministre du développement. Bref, il connaît déjà tout ce qui est dans le PAG1, PAG2 et dans Bénin à l'affaire 2060, parce que ça a été élaboré. Et vous avez vu, c'est son ministère d'ailleurs qui a présenté le... Donc, ça veut dire, si éventuellement il y a des lois à voter ou bien il y a des financements à aller demander l'avis du Parlement, Abdoulaye Biotchané connaît déjà par cœur tout ce qui est déjà dans cette affaire de Bénin à l'affaire 2060. Et c'est avec facilité qu'il pourra dire oui, ici ça figure effectivement, là ça ne figure pas, et qui pourrait convaincre facilement ses pairs pour dire oui, allons rapidement à la chose parce que je sais de quoi ce programme ou bien ce financement, comment ce financement pourrait aider le peuple béninois à aller de l'avant. Mais là, si je m'appuie sur votre analyse, est-ce que cela aurait peut-être joué dans les tractations pour que le parti non progressiste ait choisi de refuser carrément de céder sa place à Abdoulaye Biotchané, puisqu'ils peuvent se dire que, ben, écoutez, c'est nous qui avons gagné les élections, donc
d'office, la présidence revient au parti qui a la majorité au Parlement. Donc, quelles que soient les tractations, quelles que soient les suggestions du président, du boss lui-même, la preuve, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des rumeurs qui ont circulé, qu'il y a eu une tension lors des consensus et autres là. Est-ce que tout ça n'a pas joué pour que ce poste-là soit attribué à Diogbenou aujourd'hui, ou carrément c'est la loi de la majorité qui a fait son rôle? Abdoulaye Biot Tchané étant doté d'une certaine sagesse qu'on lui connaît depuis. Vous suivez l'homme même dans son comportement, dans sa démarche, dans son langage. Dans son langage, toujours calme, parlant avec sagesse. Vous constatez que c'est pas un homme à faire les débats de clocher, c'est pas un homme à s'accrocher à quelque chose. Il sait où il va et il sait ce qu'il a à faire. Et donc, il a dû céder cette position-là, cette posture-là au président Diogbenou. Et je dis qu'il ne démérite pas, qu'il n'a pas démérité, qu'il a géré de main de maître le parti pendant que ça vacillait avec ce comportement de maître Adrien Oumbédi qui faisait tout pour récupérer son PRD national, son PRD, son R national. Mais maître Joseph Diogbenou a travaillé pour. Et donc, moi je dis, il y a plus grand, peut-être qu'il soit réservé à Abdoulaye Biot Tchané. Alors, parlant de ce plus grand que vous évoquez, alors, il a été ministre d'État, député sans siéger. Alors, quel rôle aujourd'hui pourrait-on attribuer au président Abdoulaye Biot Tchané comment dirais-je, la Cour constitutionnelle, c'est possible, mais il n'est pas du sérail du droit. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui attribuer, confier au président Abdoulaye Biot Tchané qu'il n'a pas encore déjà, comment dirais-je, fait comme fonction, si ce n'est le Parlement qui aujourd'hui vient d'être récupéré par l'Union progressiste? Je ne vois pas l'homme accroché à un poste politique. C'est ça. Je ne le vois pas accroché. Si c'est le devoir qu'il appelle, le devoir républicain qu'il appelle à un poste, je ne le vois pas refuser, rejeter cet appel-là. Voilà un homme qui aime son pays et qui a toujours démontré qu'il aime son pays. Vous avez oublié de dire qu'il a été candidat à une élection présidentielle. En effet, il a été candidat. Donc, donc c'est l'homme qui a gravi les échelons politiques. C'est vrai qu'il n'a pas été élu président, mais il a fait de bons scores à l'arrivée en 2016. Il a fait un bon score. Donc, il n'est pas accroché. Si c'est le devoir républicain qu'il appelle, on ne peut pas dire au président de la République que j'ai déjà occupé telle fonction, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pourquoi c'est ceci que vous me proposez? Je ne le vois pas dire ça, à cause de son humilité, de son sens patriotique et de sa capacité d'observation. Toujours est-il que parmi les personnalités politiques dont on a besoin encore aujourd'hui, figure Abdoulaye Biot Tchané. Les autres, le président de la République leur a demandé d'aller se reposer. Je veux parler de Mathurin Nago, je veux parler de Amoussou Bruno, je veux parler de Dikola Olé, je veux parler bref, des anciens présidents de l'Assemblée nationale et de certains présidents des institutions. C'est pourquoi il a créé le Sénat pour que le débat, cette sagesse-là, le débat soit sage désormais à ce niveau-là. Donc Abdoulaye Biot Tchané, toujours disponible, n'a pas encore géré une institution. Donc il pourrait être encore efficace aux côtés du prochain président de la République, si tant est que, n'ayant pas géré une institution, il ne peut pas aller au Sénat. Et donc, on a encore besoin de lui, de son expertise pour l'avenir de 2026 à plus. Oui. Bien, alors si je vous écoute, que ce soit Abdoulaye Biot Tchané, le président Abdoulaye Biot Tchané, et que ce soit Joseph Diogbenou, tous les deux sont
de vaillants, comment dirais-je, personnalités qui sont capables de diriger ces institutions, mais seulement que, bon, peut-être Dieu, comme vous l'avez évoqué, Dieu en a voulu autrement, et donc c'est le président Joseph Diack-Benoît qui occupe aujourd'hui ce poste. On attend de voir ce que le président Abdoulaye Bio-Tchane, la position à laquelle on va le placer d'ici là. Alors, revenons à Parakou. Notre maire que nous avons ici a été élu député, aujourd'hui deuxième secrétaire du Parlement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour Parakou d'avoir un député, membre du bureau politique au Parlement? C'est une joie. Et je ne sais pas si peut-être mes souvenirs ou mes mémoires sont bonnes. C'est la première fois, si je ne me trompe, que Parakou obtient ce poste depuis l'ère démocratique. Et c'est le bloc républicain. C'est dire que les ténors de ce parti au niveau de la commune de Parakou, je vais citer le ministre conseil à la défense et la sécurité, à la décentralisation. Non, lui seul cumule 3 ministères. Le ministre Baramassi, le ministre Adambi et l'honorable Charles ont pu quand même faire quelque chose pour qu'on en arrive là. Sinon, c'était l'honorable Tchanou qui était pressenti à ce poste. Jusqu'à dimanche matin encore, au moment où ils allaient encore au Parlement. Donc c'est pour dire que ces trois ont pu quand même parler, jouer leur rôle de leader, et ils ont été écoutés par le président du parti. Je veux nommer le président Abdoulaye Bio-Tchane, qui leur a fait confiance, qui a aussi dit il est temps que Parakou puisse obtenir ce poste. Et ça n'a pas raté. Félicitations alors à l'élu, à monsieur le maire et à l'honorable. On peut le dire comme ça, parce qu'il est toujours maire encore. On n'a pas encore élu notre maire. Et j'allais même en venir. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. J'allais demander, écoutez, aujourd'hui qu'il est au niveau du Parlement, alors c'est vrai que les tractations, les conciliations sont toujours en cours, mais qui aujourd'hui, selon vous, qui êtes des analystes politiques du pays, de la région, vous savez un peu comment les choses se passent un peu dans les coulisses, alors qui, selon vous, est pressenti pour être le prochain maire qui va remplacer Inoussa Zimé-Chabi, aujourd'hui, qui est aujourd'hui au niveau du Parlement? Oui, avant d'aborder la question, permettez-moi... Je sais que c'est une question assez sensible, puisque ce n'est pas facile. Permettez-moi de féliciter aussi Inoussa Zimé-Chabi. C'est ça. Et comme ce que j'ai dit pour Joseph Diack-Benoît, je le redis pour Inoussa Zimé-Chabi, si le savon de la grand-mère est quelque part sous la calebasse encore, qu'il pense à nous et qu'il nous coupe un morceau pour qu'on se lave aussi avec, pour avoir à aligner les étoiles. Exactement. Comme ça s'aligne chez Inoussa Zimé-Chabi aussi. Il est bien né. Vraiment. Il est bien né et donc... ainsi va la vie. Ouais. Tant que vous n'êtes pas mort, il faut continuer de rendre grâce à Dieu, il faut continuer de prier. Je sais que c'est un fervent, un fidèle musulman. Il a accompli ce rite-là au niveau de la Mecque. Peut-être que Allah l'écoute. Allah béni, Allah l'écoute. Conseiller, maire, aujourd'hui député et... C'est pas que nous qui sommes ici, là, nous ne sommes un joué parce qu'il était comme nous, un de nos confrères. C'est journaliste, effectivement. Journaliste, conseiller, maire, et quoi encore? Et député maintenant. Enseignant aussi, enseignant, oui. Député et d'aujourd'hui deuxième secrétaire parlementaire. C'est quand même, comme l'a dit le grand frère Béo, et le cerveau qu'il utilise, c'est un cerveau puissant. donc il croit et puis sa foi parle et il évolue. Il évolue normalement. Quand je l'ai appelé hier, je lui ai dit tout ce qu'il y a et puis mes félicitations. Et je lui ai dit le meilleur reste à venir. C'est ça, effectivement, le meilleur. Il dit que Dieu écoute tes prières, mon frère. Bon, j'ai dit le meilleur reste à venir. Pour lui. Et mairie de Parakou, ce qui est sûr, on n'ira pas chercher dans les astres.
pour trouver. C'est parmi les élus là, qu'on va trouver. Et au sein du BR. Parce que majoritaire. Au sein du BR, parce que majoritaire. Et il y en a qui ont les profils. Oui. C'est parce qu'ils ont les profils qu'ils ont été positionnés pour être candidats. Il revient aux leaders qui doivent choisir le meilleur profil pour la ville de Parakou. Le profil idéal qui permettra à Parakou de décoller dans son développement. Parce que quand nous comparons Parakou aux autres villes, nous constatons que nous avons un retard criard. Un retard criard. C'est vrai que des choses ont été faites, mais il reste encore à faire. Et donc, ce sera le profil qui pourra propulser le développement, qui doit préoccuper les leaders. C'est le parti qui nomme. Désormais, c'est le parti qui nomme, le parti majoritaire qui nomme ses élus. Donc, parmi les candidats BR, il y en a qui remplissent les conditions, les critères. Il faut choisir le bon profil pour que Parakou en profite suffisamment. Parce que ailleurs, quand nous faisons nos recoupements, ce sont des profils très élevés qui sont candidats pour les autres villes à statut particulier. Parakou étant une ville à statut particulier, il faut quelqu'un qui a la poigne, quelqu'un qui a le sens de défendre les projets, qui a le sens de défendre la culture, de défendre les intérêts de la commune. Et donc, quelqu'un qu'on aura parachuté ne pourra pas comprendre ce qui se vit là, ce qui se passe là dans la ville de Parakou. Aujourd'hui, la tendance est poussée vers la jeunesse, en position de la jeunesse dans plusieurs postes de responsabilité pour que la jeunesse puisse prendre la relève. Alors, est-ce que cela ne pourrait pas avoir un impact sur le choix au niveau de la mairie, selon vous? J'ai un aîné qui dit « l'âge n'est qu'un chiffre ». Ou bien. Et mon cher confrère, tel que l'a dit Béo, vous voyez un nom qui circule aujourd'hui à Cotonou et vous voyez son âge. Beaucoup de gens sont de dire aujourd'hui Tonato, le ministre Tonato, jusqu'à... Oui, effectivement. Aujourd'hui, ce nom-là qui circule... Ça veut dire que c'est des ambitions, ça. C'est ça. Ministre de cadre de vie, il maîtrise le Grand Okoué et quand on voit comment le chef de l'État a pu faire déplacer le maire actuel de Cotonou, de Boycon, pour l'amener à Cotonou, c'est pour des questions d'ambition et de développement. C'est ça. Je voudrais que les leaders du bloc républicain réfléchissent sérieusement et laissent de côté leurs égos, leurs ambitions personnelles, les intérêts personnels, pour penser d'abord à la commune. Au développement de la commune. Au-delà de la politique, a dit l'autre, il y a la commune, il y a la cité. C'est ça. Il y a 3 noms qui circulent à Parakou. Il y a M. Dassouki, il y a Zulkifl et il y a Souradio. C'est ça. Sans fausse modestie, ne jouons pas l'hypocrisie des 3 proposés. Souradio a le meilleur profil. Il faut qu'on se dise la vérité. Souradio a le meilleur profil. Pourquoi je le dis? Il était déjà maire. Oui. Il a été destitué, remplacé par Charles Toko pour des raisons politiques. Il n'a pas démérité les quelques années ou quelques mois qu'il a eu à faire à la tête de la municipalité de Parakou. Souradio n'est pas vieux. Non, c'est un jeune aussi. Souradio n'est pas vieux, c'est un jeune. Il a le profil, il a le diplôme. C'est un professeur d'université, c'est un docteur. Oui. Un auditeur encore en plus. Zoul, pour avoir fait plusieurs années à la mairie comme chef de service, ne démérite pas aussi le poste. Oui. Dassouki, moi personnellement, je ne le connais pas trop. Mais si on doit dire la vérité et que le bloc républicain doit choisir pour le développement de la ville de Parakou, pour ma part, je parle en tant que Tagdino Ousmane, un simple citoyen assis dans le studio de BLTV, Karim Souradiou
est le maire le plus indiqué pour la ville de Parakou pour les 7 ans à venir. S'il ne veut pas faire de la politique juste seulement pour faire plaire, pour dire, bon, moi aussi j'ai pu placer mon poulain et que j'ai pesé de tout mon poids et que le poulain me sera redevable. Bon, écoutez, vous avez cité plusieurs noms et comme vous l'avez tous dit, ces profils-là ont la carrure pour occuper ce poste-là. Le choix revient, comme on l'a dit, au président du bloc républicain et au parti pour désigner celui qui va diriger le parti. D'ailleurs, je crois incessamment on aura ces résultats-là. Donc, on va attendre de voir ce que le nom qui sortira, la fumée blanche, comme on le dit au niveau de Rome. Alors, pour à l'avant-dernière que nous soutenons vers la fin de notre émission, alors, nous avons au niveau de Parakou, au niveau de la 8e circonscription des géants, nous avons Rachid Badamassi, nous avons le général Robert Gbian, nous avons Charles Toko, nous avons Sam Adambi, qui sont, je viens de le dire, des poids lourds de la politique et qui ont mouillé le maillot lors des élections du 11 janvier 2026, mais qui ne sont pas sur la liste, qui n'ont pas été candidats. Alors, dites-moi, est-ce que ces poids lourds-là ont véritablement décidé de se retirer de la politique, ou bien il y a quelque chose qui leur a été proposé pour qu'ils s'en défassent aussi facilement comment dirais-je, du Parlement béninois, de la FBO. Et comme vous et nos téléspectateurs, si vous voulez, nos internautes, nous avons été surpris quand la liste de candidatures est sortie et que 3 noms au niveau de la 8e ne figuraient pas sur cette liste. Il s'agit de Rachid Badamassi, Sam Seydou Adambi et de Charles Toko. Nous nous sommes dit, est-ce que ce n'est pas une liste fictive? C'est ça. Quelques heures après, nous avons suivi l'intervention de l'honorable Charles Toko sur les réseaux, et même nous avons diffusé cette information-là qui donnait les raisons de leur position désormais du retrait de la liste pour permettre aux jeunes d'être positionnés. Oui. Mais on s'est posé la question de savoir pourquoi c'est seulement dans la 8e circonscription électorale, pendant que le président Aboulaye Biotchane, président du parti, est candidat. Oui. Pendant que dans les autres circonscriptions électorales, Barthélémy Kassa, un ancien, est candidat. Beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ceux-là, ces 3-là, de la 8e, se retirent aussi facilement? Nous avons cherché, nous avons constaté que Rachid Badamassi, ministre conseiller, aucun ministre conseiller n'est candidat. C'est ça. Aucun ministre conseiller n'est candidat aux dernières élections. Sauf Prudencio. Claudine. Qui est un cas spécial qu'on peut expliquer. Qui s'est fondu dans le parti UPR. Oui. Donc, et je me suis dit, on s'est dit, c'est peut-être les consignes du patron pour permettre de continuer d'accompagner jusqu'à la fin le pouvoir en place, dans leur rôle. Oui, de ministre conseiller. Ministre conseiller, puis relais des actions du gouvernement sur le plan purement politique, sur le terrain propagandiste. Oui. Donc, ça se fait. Mais les 2 autres, Charles Toko et puis Adambi, je me suis dit, est-ce qu'ils ne nous cachent pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une raison plus fondée qui sous-tend leur retrait de la liste? Jusqu'à présent, on cherche, moi je n'ai pas trouvé la réponse. Je n'ai pas encore trouvé, mais je me dis, il y a quelque chose, si tant est que dans les autres circonscriptions électorales, les gens plus âgés qu'eux sont candidats. Est-ce une consigne du chef de l'État pour leur dire, bon, mais retirez-vous, il y a mieux pour vous
après l'organisation des élections présidentielles, ou bien je ne veux plus vous voir sur la scène politique parce que si on n'explique pas ça, tant qu'on n'aura pas expliqué cela aux populations de la 8e, elles vont continuer de conjecturer, elles vont continuer de supputer, elles vont continuer de dire bon, ben, c'est une punition, pourquoi ça se passe comme ça. Charles Tokor a fait un bout de mandat, je dis les 3 ans. Il n'a pas fait 4 ans comme une mandature normale qui désormais est devenue 7 ans. Aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Azambi, il est sorti du gouvernement. Bon, et depuis, plus rien. Plus rien. En principe, c'est le moment plus que jamais pour lui d'être candidat aux élections législatives et même d'aller chercher, pourquoi pas, le perchoir là-bas au niveau de l'Assemblée ou bien un poste de vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, on se dit, il y a quelque chose que ces responsables, ces leaders politiques-là n'ont pas réussi à dire aux populations de la 8e et la chose est restée sans suite. Ben, c'est qu'à l'arrivée, on a vu qu'ils ont positionné des jeunes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme notre sœur Faridat, qui a été dans le bureau d'âge à l'installation de la 10e législature. Nous lui disons félicitations parce que elle a représenté valablement la ville, la 8e circonscription électorale, et qui plus est la ville de Parakou, dans la charge qu'on lui a confiée. Nous lui souhaitons bon vent, mais c'est que il y a des choses qu'on doit expliquer profondément aux populations de la 8e pour qu'elles soient satisfaites du retrait de ces dinosaures-là, de la course politique lors des dernières élections. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et je m'en vais poser la dernière question au grand Fetadou Dine. Alors, cette élection comment dirais-je, cette élection au niveau du Parlement, est-ce que selon vous, elle annonce une gouvernance apaisée ou d'abord on avait même déjà évoqué un peu plus au début, et ou bien est-ce que selon vous, ce Parlement sera mouvementé comme on avait l'habitude de le constater il y a quelques années avant la rupture? On n'aura plus jamais de Parlement, pour le moment, un Parlement aussi mouvementé avant la rupture, parce que qui connaît le chef de l'État, Patrice Talon, sait que c'est quelqu'un qui a réussi à maîtriser toujours sa troupe. Et c'est dans ce sens que je voudrais embaucher la même trompette que le confrère Béo par rapport au retrait des 3 autres dinosaures, qui auraient pensé au Bénin ici qu'un président pouvait venir demander aux gens comme les Bruno Amoussou, les Adrien Mbedji, les André Kouaouri de se retirer de la politique. On ne pourrait jamais s'imaginer. Donc, que ces 3-là, aussi du septentrion, puissent quitter dans la Liborie, Farid Bako ne soit plus là, des trucs voilà. Donc, aussi. Ça, c'est. Mais malheureusement, je dis malheureusement parce que tous ceux-là sont du bloc républicain. Malheureusement. Bon, pour revenir à votre question, on aura quand même un Parlement qui va bouger. Mais pas dans le sens où les opposants des 3 dernières années ont eu affaire justement avec des questions orales en un point fini, et juste pour un oui, où on pourrait facilement voter une loi, on dit d'abord il faut, et on a perdu les 3 années sans aboutir à une solution ou répondre aux aspirations du peuple. Cette fois-ci, c'est que les gens vont bouger en termes de qualité au niveau de prise des lois, donc au niveau des votes, parce que cette fois-ci, c'est des gens qui sont associés d'abord en amont, au niveau de... La fois dernière, on a vu la projection, on a expliqué à tout le monde le Bénin, la vision Bénin à la FIA 2026. Donc, ils vont s'approprier du contenu, et dès que on va amener une proposition de loi, ou bien on va amener donc une proposition par rapport à un financement, et qu'on va voir que ça ne va pas dans le sens de ce document qui devient désormais notre
comment dire, notre référence ou bien le fil dorsal, dorsal de notre développement, les gens pourraient dire non, ce n'est pas possible parce que ça ne figure pas au niveau. Et là, le débat va commencer. Et au-delà de ça, sachez que désormais, quand vous regardez de très près, presque toutes les communes, les 77 communes sont représentées au niveau du Parlement. Donc, en ce moment, quand les gens vont amener un budget et que chaque député ne va pas retrouver, n'est-ce pas, sa commune par rapport à la marmite, les gens ne vont pas soulever le petit doigt pour dire je ne suis pas d'accord parce qu'on a promis ci, on a promis ça dans venir à l'affaire 2060 et que ma commune ne figure pas. Et là, le débat sera vraiment très houleux. Et dites-vous que déjà, donc, avec ce qui s'est passé pour donner le pêchoir à Jacques Diabonou, chacun va commencer par se préparer pour quand même tenter de le mettre à l'épreuve. C'est ça. Ça, là, il n'a rien à faire, ça va arriver. Ça va arriver. Et je dis que ce n'est pas un parlement monocolore. C'est un parlement qui va quand même bouger. Oui, donc en fait, quand je dis que ce parlement n'est pas un parlement monocolore, parce qu'on a donné la chance à l'opposition de se faire représenter, mais elle a échoué compte tenu des réformes. Donc voilà ce que moi je voudrais dire. Bien, chers invités, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous accorder encore la parole juste en 1 minute. Chacun de vous va nous dire son mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de vous remercier pour l'invitation chaque fois renouvelée, de remercier les responsables de BLTV et de continuer de prier pour ces responsables-là qui ont le souci de faire la lumière sur les informations dont les populations ont besoin pour leur mieux-être et ces informations qui sont à notre disposition, que nous livrons chaque fois. Nous aurions souhaité pour finir que Parakou soit Parakou et que Parakou soit mieux dirigé par des gens responsables. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous nous donnez des occasions de nous prononcer. Et je sais quand même que le chef de l'État suit de très près. Quand on dit que c'est BLTV, il sait que c'est sa chaîne préférée. C'est sa chaîne préférée, on le sait. Et il va partir bientôt, mais il est encore là. Le développement équilibré de tout le Bénin est sa préoccupation. À l'entame, on a dit que notre commune est une commune à statut particulier, qu'elle est un peu en retard comparativement aux autres. Je voudrais quand même que celui qui va venir puisse quand même donner un coup d'accélérateur afin que là où nous sommes. D'ailleurs, bientôt on va quitter la poussière. Nous avons vu la Sfata qui passe avec le BLTV. Je ne sais pas comment peut-être le PDG a négocié ça. Donc bravo et merci beaucoup à vous, M. Arnaud, et à tous les techniciens et à tous ceux qui sont dans l'ombre. Vous faites du beau travail et que Dieu vous accorde vraiment la santé, l'énergie nécessaire pour continuer à travailler pour ce peuple. Parce que quand on choisit le métier du journalisme, c'est pas pour devenir riche, mais c'est pour être au service du peuple. C'est pour être au service du peuple et c'est ce que nous faisons tous les jours. Je vous remercie, je remercie mes deux invités pour avoir accepté de débattre autour de cette question de la 10e législature, le Parlement qui est installé le dimanche passé. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à nos techniciens. Je veux parler de Sami Assa, Faiz Assa, et puis de Alassane Imoro Sanda, qui ont été ceux qui nous ont permis de mettre cette émission sur, la page de votre télévision. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir totalement abordé toutes les questions, d'avoir abordé tous les aspects de cette 10e législature. Nous vous remercions déjà de nous avoir suivis et laissez vos avis et commentaires, sur la page de votre télévision. Nous sommes avec vous, nous sommes là pour vous et avec vous, nous allons construire ensemble ce pays. Merci et à très bientôt. Merci. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater.